Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de réglementation. Ce n'est pas le sujet le plus passionnant, néanmoins, vous allez apprendre des trucs, je suis sûr. Et on va notamment parler de vos prérogatives, futures prérogatives de guide de Palanquet niveau 4, et en particulier du texte dans lequel il y a le plus d'éléments, qui est ce fameux code du sport. Alors le code du sport, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de textes qui remplace plusieurs lois qui normait le sport en France, en particulier pour ceux qui en ont entendu parler, le fameux arrêté de juin 98 qui concernait la plongée. Et jusqu'à ce que ce code du sport soit créé, c'est-à-dire en 2004, fin 2004, c'était l'arrêté de 98 qui réglementait l'activité plongée. Donc ce code du sport comprend 4 livres. On ne va pas détailler tout ça aujourd'hui, mais un livre qui concerne l'organisation des activités physiques et sportives, un livre qui réglemente les acteurs du sport, un autre les différents modes de pratique, et puis un autre sur tout ce qui est financement et collectivité territoriale. Plus spécifiquement, donc la partie législative du Code du sport a été publiée en 2006, et la partie réglementaire, qui va nous concerner plus particulièrement avec les arrêtés, est elle entrée en vigueur en 2008. Donc cette partie réglementaire, donc celle qui concerne la plongée, c'est le livre 3, le titre 2 et la section 3, établissement organisant la pratique de la plongée subaquatique. Donc c'est une petite partie de ce gros texte Code du sport qui concerne donc la plongée. Donc cette partie a été modifiée 2 fois, très récemment. Vous avez sans doute entendu parler, parce que je crois qu'il s'est passé plus de choses ces 2 dernières années que ces 20 dernières années dans les textes réglementant la plongée. Une première fois en 2010, et dans cet arrêté en 2010, on a commencé à parler des nouvelles zones d'évolution, qu'on va détailler ensuite, et on a également parlé de l'accueil des plongeurs venant d'autres référentiels, c'est important, et on a également parlé du renforcement du rôle du directeur de plongée. Cette partie réglementaire a été modifiée une deuxième fois, encore plus récemment, le 5 janvier 2012, donc c'est quand même très récent, et c'est rentré en vigueur au 1er avril 2012. Et là, on a rassemblé au sein d'un même texte toutes les dispositions qui concernent la plongée à l'air et les plongées au mélange, et puis on a également modifié un certain nombre de prérogatives. Alors dans ce code du sport, on trouve un certain nombre de définitions qui sont très importantes. Alors tout d'abord la définition du directeur de plongée. Alors vous ne serez pas tout de suite directeur de plongée, on viendra ensuite à la définition du guide de Palanquet. Néanmoins, votre future activité de guide de Palanquet s'exerce sous la responsabilité du directeur de plongée, qui lui est responsable techniquement de toute l'organisation de la plongée. Ce que je disais tout à l'heure, le code du sport a renforcé le rôle du directeur de plongée, qui est donc défini ici, et c'est le directeur de plongée qui établit cette fameuse fiche de sécurité, qui à une époque s'appelait la feuille de Palanquet, et fiche de sécurité qui détaille l'intégralité de ce qui se passe lors des plongées. Autre définition importante qui concerne votre activité de futur guide de Palanquet, cette notion de Palanquet justement. Donc vous savez qu'une Palanquet, c'est considéré de plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée qui présente les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet. Y compris lorsqu'il y a différents mélanges qui sont respirés dans la palanquée, et que cette palanquée est composée de plongeurs qui justifient d'aptitudes différentes. Et la définition qui vous intéresse plus particulièrement, qui est donc celle de guide de Palanquet. Donc on peut le lire ensemble si vous voulez. Donc lorsqu'en milieu naturel, la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, vous. Celle-ci titulaire d'une qualification qui est détaillée, qui est mentionnée dans les annexes du Code du sport que l'on va voir ensuite. Et donc cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ces caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs. Donc c'est à vous de vous assurer de quelles sont ces aptitudes, les aptitudes de vos plongeurs. Et lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés la palanquée ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, c'est possible. Cette dernière justifie également des aptitudes correspondant au mélange utilisé, conformément à ce qui est décrit également dans les différents tableaux qui constituent les annexes du Code du sport.
Les espaces d'évolution. Donc, je disais tout à l'heure que le code du sport a permis de redéfinir un certain nombre d'espaces d'évolution en fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement évidemment et des aptitudes des plongeurs. On a donc un certain nombre d'espaces d'évolution que vous connaissez pour l'essentiel, un espace de 0 à 6 mètres, un espace de 0 à 12 mètres, 20 mètres, 40 mètres, 60 mètres, 70 mètres, 80 mètres et au-delà de 80 mètres. Donc la plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres, donc ça vous le savez. La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution. Donc ça, si vous devenez plongeur nitrox, vous apprendrez ça. Et ensuite, l'encadrement de la plongée subaquatique au mélange trimix ou Heliox est limité à 80 mètres. Et la pratique de la plongée subaquatique, donc autre qu'encadrée à ces mêmes mélanges, est-elle limitée à 120 mètres. Mais ce qui est important pour vous, c'est que les limites de la plongée à l'air, c'est 60 mètres. Le code du sport définit également les conditions d'évolution des plongeurs dans ces zones d'évolution en fonction des degrés d'autonomie et des prérogatives de chaque plongeur. Et donc, ce qui est important, c'est que le plongeur, et on parlait tout à l'heure d'accueil de plongeurs venant d'autres référentiels, c'est là où le texte le définit, le plongeur justifie auprès du directeur de plongée les aptitudes qu'il a. Et donc il peut déterminer ça, et donc le directeur de plongée peut vérifier cela, soit en regardant les diplômes, les carnets de plongée, tout ce qui peut justifier du passé et de l'expérience du plongeur en particulier. Et en fonction de ce qu'il note, le directeur de plongée décerne une aptitude à évoluer à ce plongeur. Donc ces aptitudes sont définies comme c'est écrit là, c'est-à-dire soit des aptitudes à plonger encadrées, et on verra ensuite, on appelait ça donc une PE, plongée encadrée, ou des aptitudes à plonger en autonomie, PA, plongée autonome, et on verra ensuite, ces plongées sont également, ces aptitudes sont déterminées également en fonction des zones d'évolution. La même chose pour les plongées au mélange, avec une aptitude à plonger en utilisant un mélange au nitrox, c'est PN, plongée nitrox, et des aptitudes pour plonger au mélange type trimix ou Heliox, PTH, plongée trimix. Et donc ces aptitudes sont également liées aux espaces d'évolution. Donc dans l'espace d'évolution de 0 à 6 mètres, eh bien, c'est la zone qui est dédiée aux débutants. 0 à 12 mètres, eh bien, vous pouvez y aller si vous êtes PE, donc plongée encadrée 12 à 12 mètres, ou PA 12, et ainsi de suite. 0 à 20 mètres, PE 20 ou PA 20. 0 à 40 mètres, PE 40 ou PA 40. 0 à 60 mètres, PE 60 ou PA 60. Donc on parle bien d'aptitude. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qui compose les choses qui sont requises pour justifier de ces aptitudes, les compétences ou les capacités requises. C'est bien évidemment défini dans ce fameux code du sport, et donc un PE12 doit justifier de ces compétences-là, un PE20, etc. etc. Et donc c'est précisément ces compétences-là que va vérifier le directeur de plongée, soit en vérifiant les papiers que va lui présenter le plongeur, soit, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, en lui faisant faire une ou plusieurs plongées de vérification pour voir où il en est. De la même façon, les aptitudes à plonger en palanquet autonome, donc les fameuses PA, sont également définies dans le code du sport, et donc l'ensemble des compétences requises pour pouvoir se voir décerner ces types d'aptitudes sont également définies. Je vous laisserai le loisir de le lire à tête reposée. Donc les conditions d'évolution dans l'enseignement en plongée à l'air sont également définies, donc en fonction des espaces d'évolution et des aptitudes minimales des plongeurs, eh bien, vous avez également les compétences des encadrants qui sont définies et le nombre de plongeurs composant la palanquée. Par exemple, dans la zone 0 à 20 mètres, peuvent évoluer au minimum des débutants ou des gens bénéficiant de l'aptitude PE12 en cours de formation vers les aptitudes PE20 ou PA20, et ces gens sont au minimum encadrés par un encadrant de niveau 2, un E2,
c'est donc un guide de palanquée niveau 4 avec le diplôme d'initiateur, et ces gens peuvent évoluer à 4 au maximum, donc hors l'encadrant, hein. Donc l'encadrant peut emmener 4 personnes avec lui. Et ça fonctionne de la même façon pour les autres aptitudes. Donc le code du sport définit également les conditions d'évolution en exploration, avec, en fonction des zones d'évolution, les aptitudes minimum nécessaires pour pouvoir évoluer encadré ou pour pouvoir évoluer en autonomie. Et lorsqu'il s'agit de plongée encadrée, la compétence minimum de l'encadrant pour cela. Et on s'aperçoit que là, vous, futur guide de palanquée, vous intervenez, puisque vous pouvez encadrer un certain nombre de plongeurs, comme c'est défini ici. Bon, c'est important de savoir, c'est pas crucial, mais important de savoir que, en fonction des niveaux, des différents référentiels de formation, que ce soit la Fédération française de plongée, les brevets CMAS, il y a un certain nombre d'équivalences, et ces équivalences déterminent des aptitudes à plonger encadrées en plongeant en autonomie dans les différentes zones d'évolution. Par exemple, un plongeur niveau 1 peut plonger parce qu'il justifie de la qualification PE20, et donc peut plonger encadré dans la zone des 20 mètres ou plonger en autonomie dans la zone des 12 mètres s'il bénéficie de la qualification PA12. Alors maintenant, on va se recentrer, toujours dans le cadre du Code du sport, là plus sur ce que définit la Fédération française de plongée, la FFESSM, qui a calé un certain nombre de choses sur le Code du sport. Alors tout d'abord, le directeur de plongée peut attribuer, comme j'ai dit tout à l'heure, des aptitudes aux plongeurs qui viennent le voir, et notamment aux plongeurs qui sont issus d'un autre référentiel que le nôtre, ou de plongeurs qui sont issus du référentiel de la FFESSM. Donc par exemple, un directeur de plongée peut décider d'attribuer les aptitudes PE40 à un niveau 1, en fonction de son expérience, en fonction d'une évaluation, et ainsi lui permettre l'accès à la zone des 40 mètres, sans attendre que ce niveau 1 ait validé son niveau 2, par exemple. Et donc ça peut se faire. De la même façon, un directeur de plongée peut attribuer les aptitudes PE60 au niveau 2, toujours en fonction de son expérience, d'une évaluation qu'il fait, et lui permettre ainsi l'accès à la zone des 60 mètres, sans que cette personne soit niveau 3. Ces aptitudes concernent donc tous les plongeurs, y compris ceux issus d'autres référentiels, n'engagent que le DP qui les décerne, et ne sont donc pas définitivement acquises. D'accord ? Donc ça veut dire que ces plongeurs-là viennent plonger avec ce directeur de plongée-là, il les voit, il les évalue, il prend la responsabilité de leur décerner ces aptitudes-là. Donc ces plongeurs-là vont plonger dans ces conditions d'évolution déterminées par le directeur de plongée. Ils vont plonger dans un autre club avec un autre directeur de plongée. Ils auront beau expliquer ce qu'ils ont fait. Cet autre directeur de plongée sera en droit de ne pas leur décerner ces aptitudes-là, ou de redemander, de effectuer une évaluation, sa propre évaluation, pour qu'il puisse, lui, à nouveau engager sa responsabilité et leur décerner les aptitudes qu'il jugera bon de leur décerner. La fédération FFESSM a, elle, décidé de créer des qualifications qui sont au même niveau que les aptitudes. C'est-à-dire que ce que je décrivais tout à l'heure dans les petits tableaux et qui déterminait le contenu en termes de compétences de ces aptitudes, la fédération a décidé de créer 4 qualifications qui portent le même nom que les aptitudes, sauf que celles-là sont définitivement acquises. C'est-à-dire que lorsque un plongeur se voit décerner la qualification PA20, donc la possibilité d'évoluer en autonomie à 20 mètres, eh bien cette qualification fait l'objet de la délivrance d'une carte, et il garde toute sa vie cette qualification PA20. Et donc là, ça n'est plus dépendant d'un seul directeur de plongée. Évidemment, si on lui donne la qualification PA20
et ensuite la qualification PE40, et bien du coup, de fait, comme il peut évoluer en autonomie à 20 mètres et encadré à 40 mètres, ben c'est la définition du niveau 2. Et donc ces deux qualifications lui donnent d'emblée, enfin automatiquement, la délivrance du niveau 2. Il existe également la qualification de plongeur en autonomie à 40 mètres, la PA 40. La qualification de plongeur encadré à 60 mètres, ça c'est très récent, PE 60. Donc 4 qualifications, 4 cartes, et un peu comme les brevets, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, ça donne lieu à la délivrance d'une carte, et donc à la conservation de ces qualifications de façon indépendante du directeur de plongée. Le code du sport réglemente également l'ensemble de la sécurité qui entoure la pratique de la plongée. En particulier, la définition du matériel de secours, et on le verra ensuite, la définition du plan de secours, ce qui est une notion assez nouvelle. Et donc en termes de matériel de secours, donc vous qui êtes niveau 3, vous devez le savoir, vous devez disposer d'un moyen de communication, VHF en particulier, que les plongées se tiennent très proches des côtes, un téléphone portable peut suffire, de l'eau douce, une couverture isothermique, un bavus pour pouvoir administrer de l'oxygène, un ensemble d'oxygénothérapie et des fiches d'évacuation, au cas où. Et également, il est nécessaire d'avoir rédigé à l'avance, en fonction du site de plongée où vous allez, un plan de secours. C'est un peu procédurier, néanmoins, ça a le mérite de formaliser un certain nombre de choses. Et donc ce plan de secours, c'est bien un document écrit, adapté au lieu et à la pratique, et à la plongée pratiquée, qui est mis à jour en fonction de ce qui se passe, et qui précise en particulier les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours, les procédures d'urgence, et plus généralement tout ce qui est nécessaire de savoir pour que l'évacuation ou le fait de contacter les secours puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Ça veut donc dire que si ceux d'entre vous qui sont dans un club de l'intérieur, qui pratiquaient la plongée en piscine, il y a un plan de secours également pour votre piscine et donc pour la plongée en lieu artificiel. Donc si le président de votre club ne l'a pas fait, il faut qu'il le fasse. Et ensuite, il faut également évidemment une bouteille d'air de secours ou de mélange adapté à la plongée équipée de son détendeur, un moyen de rappeler les plongeurs en immersion depuis la surface, une tablette de notation immergeable, un jeu de table de décompression, ça c'est nécessaire, on est bien d'accord, en milieu naturel. En piscine de moins de 6 mètres, c'est moins nécessaire. L'équipement des plongeurs, très important. Tous les plongeurs doivent être équipés d'un manomètre, d'un système permettant d'indiquer la pression dans la bouteille, d'un système gonflable permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, a priori un gilet stabilisateur, et en milieu naturel, encadré à plus de 20 mètres ou en autonomie, un équipement permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout, un octopus, et d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée. Profondimètre plus stable ou ordinateur de plongée. En milieu naturel, l'encadrant, vous, futur directeur de palanquet, guide de palanquet, pardon, vous êtes muni au minimum de 2 sorties indépendantes et de 2 détendeurs complets. D'accord ? 2 premiers étages. Donc 2 sorties sur le bloc et 2 premiers étages branchés chacun sur une sortie. Un système gonflable permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, évidemment, à tout le moins, puisque vos plongeurs l'ont également. D'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée. Donc, a priori, un ordinateur de plongée. En milieu naturel, un parachute de palier par palanquée. Et donc, tous ces matériels, évidemment, sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus pour qu'ils fonctionnent correctement. Et les tubas et les détendeurs sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur. Alors un petit aparté sur les spécificités de la plongée enfant.
lorsque vous, en tant que guide de palanquet, vous pourrez être amené à emmener des enfants plonger. La réglementation pour les enfants est spécifique. Alors, ce qu'on appelle la plongée enfant, c'est la plongée pour des enfants de 8 à 14 ans, qui nécessite évidemment une autorisation parentale, une visite médicale spécifique, du matériel adapté à la morphologie des enfants, évidemment des combinaisons à leur taille, éventuellement des embouts, d'étendeurs à leur taille, des gilets stabilisateurs à leur taille, donc ça demande une organisation particulière. Si l'eau est comprise, la température de l'eau est comprise entre 12 et 23 degrés, la durée de la plongée est limitée à 25 minutes. Et si la température de l'eau est inférieure à 12 degrés, la plongée enfant n'est pas autorisée. Pour la plongée enfant, on reste dans la courbe de sécurité. D'accord ? On parle toujours de plongée enfant de moins de 14 ans. Donc cette plongée enfant ne concerne pas les jeunes dès lors qu'ils ont le niveau 1, qui eux suivent les prérogatives des adultes. On ne peut pratiquer, comme je disais tout à l'heure, la plongée scaphandre qu'à partir de 8 ans. Il existe dans les dispositifs du MFT de la Fédération française des possibilités avant 8 ans, mais à ce moment-là, c'est de la plongée libre. Et il y a des espaces d'évolution spécifiques pour la plongée enfant. On ne rentre plus dans le cadre des espaces d'évolution que je vous citais tout à l'heure, définis par le Code du sport. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge et du niveau de l'enfant, la zone d'évolution est très précisément définie. Donc, je parlais tout à l'heure, avant 8 ans, de la plongée libre. Et donc, les niveaux donnés dans le cadre de cette plongée aux enfants sont les étoiles de mer 1, étoiles de mer 2, étoiles de mer 3, sont limités à une profondeur de 1 mètre. Donc, autant dire que c'est très très peu profond. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, sans bouteille. Ensuite, eh bien, la plongée enfant évolue dans des zones allant de 2 mètres jusqu'à 12 mètres, voire 20 mètres, dans le cas où l'enfant a plus de 12 ans et dispose du niveau plongeur d'or. Hein, donc pour les enfants, c'est pas niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. C'est plongeur de bronze, plongeur d'argent, plongeur d'or. Le niveau d'encadrement est adapté à la zone d'évolution. Donc les initiateurs E1, donc niveau 2 initiateurs, peuvent encadrer jusqu'à 6 mètres. Et ensuite, au-delà de 6 mètres, eh bien, ce sont les guides de palanquet, donc vous, qui pouvez encadrer. Le nombre d'enfants est également défini par le Code du sport. Et en particulier, on se limite à... Alors, jusqu'à un certain niveau, c'est même un enfant pour un encadrant, et sinon, c'est maximum 2 enfants par encadrant. Petit aparté rapide sur la plongée au mélange. Donc la pratique de la plongée au mélange nitrox est soumise à la justification d'aptitude nitrox pour les plongeurs, évidemment, et évidemment la personne encadrant la plongée. On ne peut pas encadrer une plongée nitrox si on n'est pas soi-même qualifié nitrox, même si on respire autre chose que du nitrox. Et la pratique de la plongée au mélange trimix ou Heliox est également soumise de la même façon à la justification d'aptitude par les plongeurs et la personne encadrant la plongée. Mais là, pour encadrer au trimix et à l'Heliox, il faut avoir un niveau un peu supérieur au niveau 4. Donc le Code du sport définit également les compétences pour justifier des aptitudes à la plongée au nitrox, ce que j'expliquais tout à l'heure, la PN plongée au nitrox ou la PNC plongée au nitrox confirmée. La différence entre les deux étant que la plongée au nitrox simple permet de plonger avec des mélanges qui n'excèdent pas une teneur en oxygène de 40%, et la plongée au nitrox confirmée permet d'évoluer avec des nitrox sans aucune limite en termes de pourcentage d'oxygène. On peut même aller jusqu'à les respirations d'oxygène pur entre les plongées ou au palier. Le Code du sport, comme pour la plongée à l'air, définit en fonction des zones d'évolution les aptitudes minimales des plongeurs et l'aptitude, la compétence minimum de l'encadrement, de la même façon. Et on voit évidemment que pour encadrer, chaque encadrant, en fonction de son niveau, doit lui justifier de la compétence plongeur nitrox confirmée.
De la même façon pour l'évolution en exploration, que ce soit encadré ou autonome, les aptitudes minimum des plongeurs et de l'encadrement sont définies. Et on voit bien que vous, futur geek de Palanquet, êtes tout à fait apte à encadrer des plongeurs au mélange nitrox. Si vous justifiez de la compétence nitrox confirmée. Alors, c'est quoi votre futur? Parce que on dit souvent que le plongeur niveau 4, le guide de Palanquet, c'est un accès-site pour aller un petit peu plus loin. Vous allez déjà être guide de Palanquet, vous allez emmener des gens, mais vous êtes appelé à devenir un encadrant. Déjà aujourd'hui, en piscine, en fosse de plongée n'excédant pas une profondeur de 6 mètres, le directeur de plongée peut vous autoriser, vous, guide de Palanquet, à effectuer des baptêmes. Ça, vous pouvez le faire. C'est déjà un premier acte d'encadrement et d'enseignement. Ensuite, au-delà du niveau 4, vous pouvez passer le niveau 5, plongeur 5, qui est une compétence de directeur de plongée en exploration, uniquement. Donc au sein d'un club spécifique, c'est-à-dire que vous êtes directeur de plongée explo niveau 5 dans votre club. C'est un niveau que vous ne pouvez pas revendiquer dans un autre club, puisque ce niveau vous êtes formé par un MF1, un E3 de votre club, et ce niveau vous est accordé sous la responsabilité du président du club. Donc on ne peut pas demander au président d'un autre club d'endosser cette responsabilité également. D'autres choses que vous pourrez faire quand vous serez niveau 4, eh bien, c'est coupler votre niveau 4 avec le diplôme d'initiateur. Et à ce moment-là, vous devenez E2, encadrant de niveau 2. C'est-à-dire que là, vous êtes, comme pour un E1, directeur de plongée en milieu artificiel. Et puis, vous pouvez enseigner du débutant au plongeur niveau 4 dans l'espace de 0 à 20 mètres. Vous pouvez également enseigner la théorie au niveau 1 et au niveau 2. Donc là, vous devenez un véritable encadrant qui donc valide les compétences du niveau 1, du PA20 et du N2 en milieu naturel. Et qui valide les plongées qu'il a encadrées en milieu naturel. Et puis, vous pouvez aller jusqu'au MF1, au BES1, enfin l'encadrant de niveau 3. Et donc là, ça vous permet d'enseigner du débutant jusqu'au plongeur niveau 5 dans l'espace de 0 à 40 mètres. Et vous pouvez enseigner toute la pratique et toute la théorie de ces niveaux-là. Vous pouvez également, en devenant tuteur d'initiateurs, former des initiateurs. Et si vous êtes 3, vous devenez donc directeur de plongée. Et donc les guides de Palanquet évoluent sous votre responsabilité. Donc ça c'est pour demain. Aujourd'hui, on va s'attacher à ce que vous validiez votre diplôme de guide de Palanquet. Donc pareil, les différents niveaux d'encadrement ont des équivalences en fonction des référentiels en France, que ce soit les référentiels FFE-SSM, FSGT, CMAS ou les diplômes d'État. Ça a un petit peu changé récemment au niveau des diplômes d'État. Les fameux BES1 et BES2 sont appelés à disparaître pour être remplacés par des brevets professionnels jeunesse et sport, BPGEPS, par des diplômes d'État jeunesse et sport, des EGEPS ou des diplômes d'État supérieur, des ES-GEPS. Et donc un E2, c'est-à-dire un guide de Palanquet, donc un plongeur niveau 4 et initiateur, et donc au sens de la FFE-SSM E2, au sens de la CMAS moniteur 1 étoile, et peut être stagiaire BES1 au sens des diplômes d'État, etc., etc. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que le code du sport vous apporte comme élément d'explication et de limite à votre pratique de plongeur et de guide de Palanquet.